Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur une nouvelle rencontre d'Ulysse. Je sais que nous avons déjà vu les Lestrygons et Charybde et Scylla, et nous allons terminer avec un dernier monstre que vous connaissez bien, puisque c'est le Cyclope. En général, en sixième, vous arrivez toujours en ayant une petite connaissance de ce qu'est le Cyclope et de l'histoire qui est arrivée avec Ulysse. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une troisième fois le travail que vous avez pris l'habitude de faire sur les Lestrygons et sur Charybde et Scylla, avec ce système de couleurs qui vous aide à retrouver dans le texte les endroits les plus significatifs pour répondre aux questions, ou du moins pour remplir ce tableau. Donc, je vais commencer par vous lire le texte pour vous expliquer au fur et à mesure s'il y a des choses difficiles, et puis surtout parce que comme le texte est un peu long, je veux être sûre que vous puissiez vraiment l'entendre et le comprendre. Donc ceux qui n'ont pas envie d'entendre la lecture, vous pouvez tout à fait passer le temps de lecture et puis lire le texte tout seul, et ensuite travailler tout seul, ça ne me dérange pas. Par contre, ceux qui ont besoin d'entendre la lecture pour s'aider à la compréhension, je vous la propose ici. Bientôt nous arrivons au pays des orgueilleux cyclopes, de ces hommes qui vivent sans loi, qui ne sèment aucune plante et ne labourent jamais la terre. Les cyclopes n'ont point d'assemblée, ni pour tenir conseil, ni pour rendre la justice. Autrement dit, ils ne se réunissent jamais pour décider des lois, etc. Ils vivent sur les sommets des montagnes dans des grottes profondes. Cette île n'est pas fréquentée par les paysans mais reste sans culture et sans habitants. Les cyclopes n'ont point de constructeurs de navires pour se transporter vers les cités, car souvent les peuples traversent les mers pour se visiter les uns les autres. Nous apercevons une caverne immense. Là demeure un homme gigantesque. Il renferme dans son cœur l'injustice et la cruauté. Ce monstre horrible n'est point semblable aux autres humains. Je choisis 12 courageux guerriers. J'emporte une grande outre remplie de vin, car je pensais que je rencontrerais un homme d'une force immense, plein de férocité, et ne connaissant ni la justice, ni les lois. Donc Ulysse, ici, prévoit d'emporter du vin, parce qu'il se doute qu'en arrivant sur ce lieu, il va rencontrer quelqu'un qui ne respecte pas la justice et qui donc peut être potentiellement un criminel. Ulysse a toujours cette caractéristique de prévoir. C'est vraiment la caractéristique essentielle d'Ulysse, c'est d'être rusé et ce qu'on appelle clairvoyant, c'est-à-dire qu'il comprend toujours ce qui risque de se passer et ça lui permet de s'organiser pour éviter les dangers. Bientôt, nous arrivons à l'antre et nous n'apercevons point le géant. Nous entrons dans la caverne et nous y trouvons des corbeilles chargées de fromage bien rangés. Nous allumons des bûchers et nous offrons des sacrifices aux dieux immortels, puis nous mangeons quelques fromages, en attendant le cyclope qui arrive avec un bruit horrible. Le cyclope soulève et roule un énorme rocher qu'il applique ensuite contre sa demeure. 22 chariots à 4 roues n'auraient pu remuer la lourde pierre qu'il vient de placer à l'entrée de sa caverne. Tout à coup, il nous voit et nous dit « Étrangers, qui êtes-vous? D'où venez-vous en traversant les plaines immenses de l'océan ?» Aux accents terribles de cette voix formidable, et à l'aspect de cet affreux colosse, nous sommes saisis d'effroi. Cependant, moi, j'ose lui répondre en ces termes. Nous sommes Achéens et nous revenons de Troie. Nous nous glorifions d'être les guerriers d'Agamemnon, c'est-à-dire les guerriers qui sont avec Ulysse pour combattre pour Agamemnon. Nous venons embrasser tes genoux afin que tu nous donnes, selon l'usage, l'hospitalité. Respecte les dieux. Alors l'hospitalité, il faut savoir que dans l'Antiquité, c'était quelque chose d'obligatoire. C'était en fait la religion qui imposait qu'on pratique l'hospitalité. Donc quand quelqu'un venait frapper chez vous pour demander à manger, pour être logé, si on ne le faisait pas, c'était en fait ne pas respecter la volonté des dieux. Et pour demander l'hospitalité, on embrassait les genoux de la personne. Donc ici, c'est ce qu'Ulysse est en train de faire. Et le cruel cyclope me répond « Étranger, tu viens d'un pays bien éloigné puisque tu m'ordonnes de respecter et de craindre les dieux. Sache donc que les cyclopes se soucient peu de tous les immortels. Ils sont plus puissants qu'eux. Je n'épargnerai ni toi ni tes compagnons à moins que je le veuille bien. »
Donc ici, le Cyclope est en train de dire qu'il n'a pas peur des dieux, il n'a pas peur des immortels, et que de ce fait, il ne se sent pas obligé de pratiquer l'hospitalité. Il se lève brusquement, saisit 2 de mes compagnons et les écrase comme de jeunes faons. Leur cervelle jaillit et se répand sur la terre. Alors il divise leurs membres palpitants et, semblable au lion des montagnes, il dévore les chairs, les entrailles et même les os remplis de moelle de mes 2 compagnons. Quand le Cyclope a rempli son vaste corps en mangeant ces chairs humaines, il se couche dans la caverne. Je voulus lui enfoncer mon glaive aigu dans la poitrine, mais nous n'aurions jamais pu enlever l'énorme rocher placé à l'entrée de sa caverne. Donc vous comprenez qu'Ulysse ne veut pas tuer le Cyclope, parce qu'il comprend que si le Cyclope est mort, ils ne pourront plus sortir de la grotte car ils n'ont pas la force suffisante pour pousser le rocher qui bouche la caverne, qui ferme la caverne. Le lendemain, il dévore 2 autres compagnons, puis il enlève sans effort la roche immense de la porte et il la remet aussi facilement qu'il aurait placé le couvercle d'un carquois. Voici le projet que je fis. Le Cyclope avait placé dans l'étable l'énorme tronc d'un olivier qu'il avait coupé pour lui servir de bâton. Nous le comparions, nous, au mât d'un navire sombre et pesant, tant il était gros. Le mât, je vous rappelle que c'est ce grand tronc, enfin ce grand poteau de bois sur lequel est accrochée la voile dans le bateau. Donc il prend cet olivier et, je poursuis, je le taille en pointe et je l'endurcis en l'exposant à la flamme étincelante, puis je le cache dans la grotte. J'ordonne ensuite à mes compagnons de tirer au sort pour savoir ceux qui, avec moi, plongeront ce pieu dans l'œil du Cyclope. Vers le soir, le géant revient. Il soulève l'énorme roche et la replace. Puis il saisit de nouveau 2 de mes compagnons et les mange. Alors, je m'approche du monstre et je lui dis « Tiens, Cyclope, bois de ce vin puisque tu viens de manger de la chair humaine. » Ulysse explique à Polyphème, qui est donc le Cyclope s'appelle Polyphème, Ulysse explique à Polyphème qu'il s'appelle Personne. Le Cyclope boit le vin, offert en trop grande quantité. Donc vous comprenez qu'Ulysse a donné beaucoup de vin au Cyclope pour que celui-ci soit saoul et que de ce fait, il s'endorme. Alors le Cyclope se renverse, son énorme cou tombe dans la poussière. De sa bouche, il vomit le vin et les lambeaux de chair humaine. Alors j'introduis le pieu, c'est-à-dire le gros tronc d'arbre, dans la cendre pour le rendre brûlant et j'encourage mes compagnons. Quand le tronc d'olivier s'enflamme, je le retire du feu. Un dieu m'inspira sans doute cette audace. Mes amis fidèles saisissent le pieu pointu, l'enfoncent dans l'œil du Cyclope et je le fais tourner avec force. Ainsi, comme lorsqu'un artisan perce avec une tarière la poutre d'un navire, une tarière c'est un outil qui permet de faire des trous dans le bois, tout simplement. Donc comme lorsqu'un artisan perce avec une tarière la poutre d'un navire, nous faisons tourner le pieu dans l'œil du Cyclope. Tout autour de la pointe enflammée, le sang ruisselle. Une ardente vapeur dévore les sourcils du géant. Sa prunelle, c'est-à-dire son œil, l'intérieur de son œil, sa prunelle est consumée et pétille, brûlée par les flammes. Le monstre pousse des hurlements affreux qui font retentir la caverne. Aussitôt il appelle à grands cris les autres cyclopes des grottes sur des montagnes exposées au vent. Les géants l'interrogent. Pourquoi pousser de tristes clameurs pendant la nuit divine? Polyphème, du fond de son antre, leur répond. Mes amis, personne me tue. L'antre, c'est la caverne, hein, c'est l'habitat d'un animal sauvage. Et donc Polyphème répond personne me tue, puisqu'Ulysse lui a dit qu'il s'appelait Personne. Donc en fait, Polyphème, en voulant dire Ulysse me tue, croyant qu'Ulysse s'appelle Personne, il dit personne me tue. Et c'est là qu'on comprend qu'Ulysse est très clairvoyant, c'est-à-dire très prévoyant. Il a prévu ce qui allait se passer et grâce à sa ruse, il va sauver sa vie, puisque vous allez voir ce que répondent les cyclopes. Les cyclopes répliquent aussitôt, puisque personne ne t'a fait violence. Que nous veux-tu? Adresse-toi donc à ton père, le puissant Neptune. Donc en fait, comme Ulysse a fait croire qu'il s'appelait Personne, Polyphème a dit personne me tue, et donc ses amis, les amis de Polyphème, ont compris qu'il n'y avait personne qui était en train de faire du mal à Polyphème. Et de ce fait, ils ne viennent pas l'aider. À ces mots, tous les cyclopes s'éloignent. Moi, je riais en songeant combien Polyphème avait été trompé par mon nom supposé et par mon excellente ruse. Le cyclope se poste à l'entrée de la grotte pour retenir Ulysse et ses compagnons quand ils s'échapperont. Mais ceux-ci se cachent sous les béliers pour sortir. Ulysse est caché sous le plus gros des béliers,
à qui Polyphème s'adresse. Donc vous avez compris que tous les compagnons sont cachés sous les béliers, et comme ça ils espèrent pouvoir franchir la porte, même si Polyphème caresse le dos des béliers pour vérifier qu'ils sont bien là, il ne pourra pas sentir les compagnons d'Ulysse qui sont accrochés sous le ventre des béliers, et ça leur permet de sortir sans que Polyphème ne s'en rende compte. Et donc là, Polyphème trouve que son bélier va un peu plus lentement que d'habitude, c'est parce qu'Ulysse est accroché sous son ventre, mais Polyphème ne le sait pas. « Cher bélier, pourquoi sors-tu aujourd'hui le dernier de ma grotte? Autrefois tu marchais à leur tête. Personne, ce vil mortel, aidé de ses odieux compagnons, m'a privé de la vue après avoir dompté mes sens par le vin. Mais je briserai alors son crâne contre le sol, sa cervelle se répandrait de toutes parts dans ma caverne. » Quand nous sommes à quelque distance de la grotte, je m'écrie. « Cyclope, si quelqu'un t'interroge sur la honteuse plaie causée par la perte de ton œil, dis-lui qu'elle te fut faite par le fils de Laërte, Ulysse, le destructeur des villes, qui possède de superbes palais dans Ithaque. » À ces paroles, le monstre répond. « Viens donc maintenant, Ulysse, pour que je t'offre l'hospitalité et que je supplie Neptune de t'accorder un heureux voyage, car je suis son fils et il se glorifie, lui, d'être mon père. Si cet immortel le veut, il me guérira. » Donc en fait, nous comprenons ici que le Cyclope est le fils de Neptune et qu'il va donc demander à son père de le venger. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'histoire. Je vous résume l'ensemble en 2 minutes. Donc Ulysse arrive dans l'île du Cyclope. Ils voient une caverne immense avec de nombreux fromages et ils se disent qu'ils vont pouvoir ainsi manger et se reposer. Ils entrent donc dans la caverne, puis ils voient arriver le Cyclope. Le Cyclope ferme la grotte avec une énorme pierre en fait, non seulement il ne donne pas à manger à Ulysse et à ses compagnons, mais en plus il mange les compagnons d'Ulysse. De ce fait, les compagnons d'Ulysse et Ulysse sont effrayés, ils se demandent comment ils vont s'en sortir, car ils ne sont pas capables eux-mêmes de pousser la grosse pierre qui bouche la grotte. Ils décident donc de faire boire du vin au Cyclope, et pendant qu'il boit, il taille un tronc d'arbre, un tronc d'olivier, il le trempe dans la cendre pour le chauffer, et il plante ce tronc d'olivier dans l'œil du Cyclope, puisque le Cyclope, vous le savez tous, sa caractéristique c'est d'avoir un seul œil au milieu du front. Et donc ainsi, il crève l'œil du Cyclope, qui, de ce fait, ne peut plus attraper les compagnons d'Ulysse. Le lendemain, pour pouvoir sortir de la grotte, il s'accroche donc sous les béliers, et ainsi, lorsqu'ils sortent, même si le Cyclope se met à l'entrée de la porte pour tâter les personnes qui y sortent, il ne se rend pas compte que Ulysse et ses compagnons sont en train de s'enfuir. Voilà, je pense que vous avez compris. Maintenant, vous allez comme d'habitude remplir ce tableau avec ce même système de couleurs que la dernière fois. Cela nous permettra de comparer les 3 aventures. C'est la raison pour laquelle j'ai fait exactement le même système pour ces 3 histoires. Je voudrais que nous les comparions ensuite pour voir l'évolution du héros dans l'Odyssée. Bon courage à vous et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions. Au revoir.